pêche au Mozambique, c'est un... Bonsoir à tous, merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de ce mercredi soir. Le raid, toujours chez nous pour tenter de stopper l'escalade de violence. Mais comment s'y prend-il? Quelle est la feuille de route de cette unité d'élite de la police nationale? On fait le point dans un court instant avec notre journaliste Chafanti Alibako. Il y a ceux qui partent pour sauver leur vie et l'éducation de leurs enfants et ceux qui choisissent de rester et luttent au quotidien. C'est le cas de David Locatelli, chef d'entreprise à Mayotte depuis des années. Il nous parle ce soir de ce qui le retient et de ses espoirs. Que s'est-il passé à Doha, au Qatar aujourd'hui, au lendemain de la victoire des Bleus? La 4e journée de la Coupe du Monde 2022 sera décortiquée dans votre rubrique L'œil de Dédé. Ça ne vous a pas échappé, le calme est revenu dans la commune chef-lieu ce mercredi. Un calme certainement précaire qui intervient au lendemain de l'arrivée de l'unité du raid à Mayotte. On rappelle que la douzaine d'hommes est revenue en renfort après une nouvelle explosion de violence depuis une dizaine de jours. Pour en savoir plus sur leur mission, Chafanti Alibako nous a rejoint. Chafanti, bonsoir. Bonsoir Anastasia. Alors beaucoup s'interrogent, que va faire le raid exactement ? Alors, si le raid est à Mayotte, ce n'est pas pour mener des opérations de maintien de l'ordre. Leur tactique est toujours bien définie à l'avance et elle est la même que lors de leur précédente mission en mars dernier. Ils viennent pour s'attaquer aux chefs de bande et c'est sur cela que se base toute leur stratégie. Pour la mener à bien, les 11 hommes de l'unité d'élite ont tout un attirail, dont des drones, pour cibler l'ennemi au plus près. Car avant l'assaut, ils font d'abord du repérage sur le terrain avec des policiers expérimentés. C'est donc cela pour connaître le nombre de personnes à arrêter, les zones visées et comment les atteindre. L'objectif ici, faire tomber les chefs de réseau pour casser les dynamiques de bande, les désorganiser. Car généralement, les délinquants agissent sur ordre d'une ou deux personnes et ce sont elles qui sont visées ici. Quand le raid frappe, c'est qu'il est sûr de son coup. Leur dernière mission à Mayotte a permis de faire tomber 22 personnes considérées dangereuses, des individus qui avaient été jugés en comparution immédiate. Merci beaucoup Chafanti Alibako pour toutes ces précisions. Et parmi les exactions commises par ces bandes armées, la dégradation des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse, la porte d'entrée a été arrachée. Tout un symbole pour ce service de l'État qui a notamment pour mission de suivre un certain nombre de mineurs condamnés par la justice. Elle était remise en état aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces images de Youssouf Ahmed Matouar. Et cette flambée de violence à Mayotte s'est invitée à l'Assemblée nationale hier lors d'un échange entre Estelle Youssoufa et Gérald Darmanin. La députée de la première circonscription a détaillé le calvaire que vivent les Mahorais. En réponse, le ministre de l'Intérieur promet, je cite, une opération de grande envergure. Voici un extrait de leur échange. Depuis plusieurs mois, on caillasse les bus scolaires et on attaque les collèges et les lycées. Maintenant, on y entre à la machette. Quand dites-vous trop, c'est trop? En début d'année, des morceaux de corps humains ont été déposés en évidence sur la route pour terroriser la population à Mayotte. Maintenant, 2 personnes ont été torturées et amputées à la machette en quelques jours seulement. Quel acte de barbarie supplémentaire faut-il pour que la République réagisse? Quel traumatisme de plus devons-nous subir pour que la nation exprime sa solidarité avec Mayotte? Quel avenir pour Mayotte si nos enfants sont assassinés quand ils vont à l'école? Mais quand allez-vous ordonner le déploiement de la Marine nationale pour protéger notre frontière et donner des moyens à la justice pour opérer dans notre département? Madame la Première ministre, qu'entendez-vous faire pour éviter la guerre civile à Mayotte? Merci, ma chère collègue. Sur le côté militaire, vous avez parfaitement raison. Nous avons entendu votre demande et avec le ministre des Armées, nous travaillons d'ailleurs en partie ce soir lors de l'élaboration de la loi de programmation militaire qu'un chapitre particulier puisse se tenir pour la Guyane et pour Mayotte pour renforcer les moyens militaires. Il appartiendra au ministre des Armées évidemment d'annoncer ces moyens, mais je crois qu'ils vont dans le sens de vos demandes. Et puis troisième sujet pour nous, c'est une opération, vous le savez, sur laquelle travaille l'État à la demande du président de la République, de mettre fin au Bonga sur une partie en tout cas du territoire mahorais, une opération de grande envergure où nous enverrons beaucoup de gendarmes mobiles et de moyens de l'État pour effectivement inverser la courbe de la violence et permettre aux petits Mahorais d'aller normalement en classe comme aux Mahorais de vivre normalement. Merci, monsieur le ministre.
Mais beaucoup n'ont plus le temps ni la force d'espérer ce retour à la normale. Vous êtes nombreux à quitter l'île pour la Réunion ou l'Hexagone. D'autres, au contraire, s'accrochent à cette vie, parfois idyllique, dans le 101e département. Ils sont infirmiers ou encore chefs d'entreprise. Ils se battent au quotidien et nous racontent Mayotte d'avant, d'aujourd'hui, leurs aspirations. C'est le cas de David Locatelli, le gérant d'Alizé Métal. Génial Atoumani et Géraldine Louis l'ont rencontré. Bonjour, je m'appelle David Locatelli, j'ai 37 ans, je suis directeur de la société Alizé Métal. Dans son entreprise spécialisée en métallerie et serrurerie en acier, David et ses 3 associés emploient 25 salariés. Ils étaient 35 avant le Covid. C'est en janvier 2007 que l'homme pose ses valises à Mayotte en tant que manœuvre dans sa société actuelle. Les débuts de Mayotte, on se posait pas de questions, quoi. On sortait, on allait à la plage à n'importe quelle heure, même en sortant de boîte de nuit ou quoi que ce soit, on était capable de partir à la plage à 4h du matin, quoi. Il n'y avait aucun souci, et puis que ce soit même dans les rues ou quoi, on se souciait de rien, quoi. Et là, c'est vrai que ça a bien changé, quoi. Même pour aller manger au resto le soir, on se pose des questions. Depuis, David est devenu papa d'un petit garçon de 15 mois. De nature joviale, mais caillassé à 2 reprises, l'anxiété le gagne peu à peu. Est-ce que vous avez qui ici? J'ai mon fils et ma femme. J'ai ma maman aussi qui est là. Et c'est vrai qu'elle est sur Kungu, donc elle est sur l'axe un peu chaud, quoi. Tous les matins, on s'envoie des messages, savoir si ça passe. 2011-2018, il y a eu la vie chère, c'était des choses qui sont pour l'évolution de l'île. Là, aujourd'hui, c'est pas pour l'évolution, c'est pour la régression. Tout ce qui se passe, c'est catastrophique, quoi. Puis surtout, c'est qu'il se passe rien en face, quoi. Donc les gamins font leur loi, et puis nous, on les regarde, et on peut rien faire, quoi. Alors si, ce serait se lever avec la population, mais après, c'est encore autre chose. Mais David ne compte pas quitter Mayotte pour autant. Sa vie est pour l'instant sur ce petit bout de France. Lui, qui est également investi dans le rugby club de Mamoudzou, a cependant un message à faire passer aux élus locaux comme nationaux. Réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, faites quelque chose, ça peut pas durer comme ça, quoi. C'est pas possible. Et en attendant que quelque chose soit fait, on reparle de la violence ce soir dans votre Kala Wadala après votre journal en Chimaoré. Alda Alidi se penche sur la détresse des chauffeurs de bus caillassés près de 200 fois depuis le début de l'année. Pour en parler, elle reçoit Kamaledine Atoumane Ahmed, délégué syndical CFDT Transport, Aïda Ratoumani, vice-président de la FCPE, mais aussi Omar Ali, le vice-président en charge des transports au conseil départemental. Et enfin, Lanto Thomas, directrice de la société de transport Matisse. On écoute cet extrait qui fait suite à ces images à l'intérieur des bus où on y voit des élèves se faire attaquer par des jeunes armés de machettes. C'est trop lourd. Ce sont des images qu'on a tendance à voir dans d'autres pays, mais malheureusement, c'est la réalité du territoire. Et donc, est-ce qu'on mérite ça? C'est la question que je me pose. Il faudrait que l'État se mette en question, se pose aussi des questions. Est-ce que réellement l'État a envie de protéger les Mahorais? Et quand on évoque ces violences inouïes, nombreux chez nous sont ceux qui n'hésitent plus à faire le lien entre délinquance et immigration clandestine. Parmi eux, le président du conseil départemental, lors de la séance plénière de ce mardi, Ben Issa Ousseni appelait l'INSEE à revoir son recensement. Mais à quel point ces chiffres non actualisés impactent les municipalités? Réponse dans la commune de Kungu, où la pression démographique y est forte. Hachim Saïd Hachim et Fahar Ousseni. Parce que souvent l'INSEE, il fait son calcul en fonction du nombre de naissances qu'il y a sur le territoire, mais il ne tient pas compte forcément du nombre d'arrivées sur le territoire. Aujourd'hui, l'immigration clandestine impacte clairement la surpopulation ici à Mayotte. En 2021, Mayotte met fin au recensement tous les 5 ans pour rentrer dans un nouveau cadre. L'avantage de cette méthode, c'est que du coup, on a une actualisation permanente de la photographie. Mais son inconvénient, c'est que cette actualisation, elle est sur 1/5 du territoire tous les ans, donc voilà, il faut attendre la fin de ce cycle. Une méthode de calcul qui impacterait la dotation globale de fonctionnement des communes. Donc quand la population légale où sont établies les bases des dotations, elle est erronée, donc les dotations seront erronées.
Donc on laisse les communes toutes seules à se débrouiller, à trouver d'autres financements. Et les financements qui se montrent à nous, ce sont les impôts. On risque de les augmenter. Congo compte près de 9000 élèves et 500 sans inscription. Le nombre de classes ne suit plus. Toutes nos écoles, nous les avons passées en rotation cette année pour arriver à admettre dans les écoles la plupart des enfants, le grand nombre des enfants, au détriment de la qualité de l'enseignement. Pour améliorer son outil, l'INSEE est prête à collaborer avec toutes les institutions. Je pense qu'in fine, l'enjeu, c'est quand même d'arriver à construire un outil commun qui fasse foi et qui permette de dresser les constats et du coup d'élaborer les réponses nécessaires face à ces constats. La prochaine campagne de recensement démarrera en février 2023. Direction La Réunion à présent, l'île fait face à une augmentation de violences intrafamiliales. Et la crise du coronavirus n'a pas arrangé les choses pour tenter d'endiguer ce fléau. Des échanges sont organisés en ce moment, l'occasion de présenter un nouvel outil de lutte. Thierry Chapuis. Pendant une semaine, à la demande de la CAF, la Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux organise des réunions, débats et formations. Aujourd'hui, une réunion d'études sur les hauts conflits dans la sphère familiale. On voit bien, d'autant plus depuis la crise Covid, qu'il y a de plus en plus des actes de violence que l'on peut appeler violence alléguée, que l'on peut appeler de violence aussi bien psychologique que physique. Et il faut pouvoir y répondre, il faut que les professionnels puissent aujourd'hui, eux, pouvoir se former. Et ces journées d'études sont là aussi à un moment donné pour se questionner et derrière pouvoir y répondre au niveau des médias, en tout cas des familles qui sont en cours de séparation. C'est la CAF qui finance en grande partie les principaux moyens de la lutte contre les violences intrafamiliales. Nous avons la chance d'avoir 5 services de médiation familiale, 11 médiateurs financés par la CAF, par le département, par l'État, par la justice, à hauteur d'1 million d'euros par an. Vous voyez, la CAF couvre quasiment 80% de cette dépense. Ce sont des professionnels qui sont là, à l'écoute des familles, 11 médiateurs familiaux, 4 espaces rencontres et de médiation familiale sur l'île qui peuvent être vraiment mobilisés et qui sont à l'écoute des familles qui sont en difficulté. Dans ces espaces, on peut trouver un outil pour mesurer l'état des relations dans un couple, le violentomètre. C'est une échelle d'évaluation du risque et de la dangerosité en situation de couple et il permet à la fois un autodiagnostic puisque les personnes peuvent s'en servir elles-mêmes pour vérifier la qualité de la relation qu'elles ont avec leur partenaire et il peut également servir d'outil de prévention auprès des professionnels, toujours pour mesurer la qualité des relations entre les hommes et les femmes. En fonction des réponses aux questions sur le curseur, on voit si on passe du vert au rouge. Un outil bien utile aux jeunes qui n'ont pas toujours le réflexe de vérifier dans quel type de relation ils s'engagent. On vous en parlait hier, cette semaine se déroule à Paris le 104e congrès des maires. Durant la journée dédiée aux élus ultramarins, différents sujets ont été abordés comme l'habitat. Entre parcs restreints de logements sociaux et logements indignes, les élus demandent à l'État des solutions pour endiguer cette crise du logement social. Nora Nonnet et Emmanuel Morel. À la rencontre des élus d'outre-mer, les témoignages se succèdent. Face à la crise du logement, ils se sentent démunis, mais pourtant responsables d'un habitat digne et accessible pour tous leurs administrés. 80% de la population ultramarine est éligible au logement social, mais seule une part de 15% des ménages y a actuellement accès. D'où l'appel des élus, guadeloupéens notamment. Le logement social doit être plus équilibré en termes de répartition sur le territoire, que le logement social doit répondre aux besoins actuellement de mutation sociale de notre société, puisque nous avons une population qui est en demande aujourd'hui, certes de logements sociaux, mais en accession à la propriété. Une politique de logement à l'image des habitants nécessite des moyens encore insuffisants. Pour exemple, l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dispose d'un budget national de 3 500 millions d'euros. Seuls 10 millions sont dédiés au territoire d'outre-mer. Je ne peux pas me satisfaire du fait que sur les Outre-mer, seulement quelques millions viennent accompagner les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs. C'est-à-dire qu'il faut adapter, y compris les aides de l'Agence nationale, aux spécificités des Outre-mer.
À La Réunion, près de 850 000 habitants. Parmi eux, 100 000 personnes sont mal logées. Le parc d'habitation sociale est vieillissant. Les logements sont parfois surpeuplés et non adaptés à la composition des ménages. Élargir le parc social est donc nécessaire, mais les municipalités manquent de terrain constructible. Une des solutions que le foncier de l'État, qui représente des centaines et des centaines d'hectares, puisse, je dirais, donner à l'euro symbolique aux collectivités pour que les bailleurs puissent faire des logements. Parce qu'aujourd'hui, comble de l'histoire, on fait des logements sociaux, eh bien, ceux qui ont, soi-disant, la priorité pour y être, eh bien, ils n'ont pas assez de ressources parce que le logement social est trop élevé par rapport au coût de foncier trop élevé. L'autre défi auquel devront faire face les élus ultramarins, le vieillissement de la population. Les collectivités devront donc repenser l'usage et la conception de l'habitat. Aux Comores, le procès de l'ancien président Sambi pour haute trahison se poursuit, mais sans l'accusé qui rejette la légalité du tribunal. Ses avocats annoncent une plainte en France pour subornation de témoins. On rappelle que Ahmed Abdallah Sambi est soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros et cela fait plus de 4 ans qu'il est enfermé chez lui. On écoute un de ses avocats, maître Jean Fermont, au micro de Ibrahim Youssouf. Le président Sambi a décidé de ne pas continuer à participer au procès parce qu'il a estimé que la Cour telle qu'elle était constituée ne garantissait absolument pas un procès équitable. Et nous en avions eu plusieurs exemples hier déjà à l'audience. Et dans ces conditions, il a estimé que se défendre devant cette Cour-là où la condamnation semblait acquise d'avance ne contribuait absolument pas à la justice. Et au contraire, participer à cela serait participer à l'injustice. Et on s'accorde à présent une bouffée d'air frais avec votre rubrique dédiée à la Coupe du Monde de football, l'œil de Dédé. Darwesh Daou, bonsoir. Bonsoir Anastasia. Alors on ne peut pas commencer cette rubrique sans parler de la victoire de nos Bleus hier. Oui, et effectivement, l'équipe de France n'a pas raté ses débuts au Mondial du Qatar et pourtant tout avait mal commencé pour les protégés de Deschamps avec l'ouverture du score des Australiens en début de rencontre. Voilà, on voit le but australien, mais très vite les Bleus se rebuffent avec un Rabiot très inspiré. Il prend le dessus sur la défense adverse et égalise d'une tête caviar à Giroud qui pousse tranquillement le cul dans les buts vides australiens. Giroud, encore lui, sur un éclair de Dembélé sur le flanc droit. Nous sommes en seconde période. Le Milanais signe son doublé de la soirée et égale le record de but en équipe de France. 51 records qu'il partage maintenant avec Thierry Henry. On a vu également le but de Kylian Mbappé. Score final donc 4-1 pour les Bleus. On les attend maintenant samedi prochain. Ce sera face au Danemark où on espère les voir valider leur ticket pour les 8e de finale. Mais on a la suite de la compétition avec les images de Croatie-Maroc dans un autre groupe. Les deux équipes n'ont pu se départager 0-0 et l'événement, surtout ce soir, Anastasia, c'est la défaite de la Nationalmannschaft, l'Allemagne battue par le Japon 2-1. Pourtant, les Allemands avaient ouvert le score dans cette rencontre. Autre résultat, du moins la suite de la compétition ce soir, on attend les Espagnols face au Costa Rica. Voilà donc le programme de la soirée. Mais la deuxième grosse sensation, retenez-le bien, c'est la défaite de l'Allemagne face au Japon après celle des Argentins hier face à l'Arabie Saoudite. Ce sera tout pour ce soir. Merci beaucoup Dédé pour ce résumé passionné. On se retrouve demain pour l'œil de Dédé. C'est avec Dédé qu'on referme cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo avec Jenna Testina. L'information reprend dès 6h demain en radio aux commandes de la matinale radio. Frahati Youssouf dès 6h. L'invité du Zakweli de Andy. Raconton Davola sera Nadim Amada, ancien porte-parole du MDM. Aurélien Février vous informera à la mi-journée. Notre rendez-vous à nous, il est ici à 19h. Belle soirée et prenez soin de vous.